Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette rétrospective de la semaine. Nous sommes déjà, vous le sentez, pendant la pré-campagne. La campagne officielle n'a pas encore commencé, mais nous prenons quand même le devant pour parler avec ceux qui espèrent diriger notre pays dans la législature prochaine. Nous avons donc ce dimanche le réel plaisir de recevoir Martin Fayulu, qui est candidat à la présidence. Je vais lui demander d'ailleurs son numéro, parce que je crois que chez eux, ils ne vont plus encore changer. Donc avec lui, nous allons débattre des temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir, Martin Fayulu. Candidat numéro 4. Candidat numéro 4. Donc, à retenir. Avec la machine à voter, il faut retenir les numéros. Ah non, il n'y a pas de machine à voter. On en parlera. Et si c'est machine à voter, je ne suis pas candidat pour aller aux élections avec une machine à voter. L'actualité étant très très riche, mesdames et messieurs, nous commençons directement par la présentation de l'équipe de campagne du FCC. Vous le savez, les noms ont circulé. Il y a 48 équipes ou 48 commissions qui prendront part à cette campagne du FCC, mais vous le savez, les démentis ont déjà commencé à pleuvoir dès la nomination de certains. Il y en a qui se disent floués. Chantal Kanimbo se dit floué. Le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, se dit floué. Il y en a bien d'autres, même du côté du Seigneur, entre guillemets. Les pasteurs, il y en a un qui s'est dit, pas du tout concerné, mais la réponse de Berger à la bergère, un cadre du FCC a dit ils ne les ont pas consultés faute de temps. Donc nous allons débattre de cette question avec Martin Fayulu. Premier condensé raciste, s'il vous plaît. C'est l'acte 2 que le FCC vient de poser ses jours au chapiteau du Grand Hôtel Kinshasa. Après la présentation des 100 candidats au stade Tata Raphaël le week-end dernier, le FCC a dévoilé ce jour son équipe de campagne. L'ossature est composée de personnalités politiques, experts et spécialistes, hommes d'État et hommes des sciences. Au moins 48 cellules prennent en compte différents secteurs et les animateurs ont été présentés à l'assistance, à l'instar de la cellule chargée de l'élaboration du programme du candidat confiée au professeur Évariste Bochab, Moukoko Samba et Steve Bikaï, respectivement comme coordonnateurs, rapporteurs et membres. Celle chargée des fonctionnaires est sous la coordination de Pierre Kangou Diambaya. Néhémie Mouilania, lui, s'occupe de la cellule juridique et Gaston Moussemena, quant à lui, prend la cellule chargée des écoles primaires et secondaires avec Thérèse Olinga comme membre. L'on a également constaté la nomination de KTB Katoto dans une cellule chargée des relations avec le partenaire. L'actuel vice-premier ministre de l'Intérieur, Henri Movasakani, prend la cellule chargée de la sécurisation du processus électoral. Quant à la cellule de la mobilisation, il est confié à Médard Aouchaï et Omer Egwake Angemba. Lambert Mende et André Alain Atundu dirigent la grande cellule de communication avec plusieurs membres, à l'instar de Jean-Marie Kassamba, Louis-Dor Balekelay et Mimi Ngumba. Après présentation de son équipe de campagne, Ramazani Chadari Emmanuel projette incessamment la présentation de son projet de société. Nous sommes optimistes, mais nous devons d'abord nous battre et beaucoup nous battre pour arriver à la victoire. C'est une bataille difficile quand on va à l'élection, surtout à l'élection présidentielle. Le plus important, c'est de voir que notre camp est prêt. Ce qui veut dire être prêt, ça veut dire que nous sommes organisés. Et comme on dit coup sur coup, c'est la deuxième, le deuxième épisode des sorties. Et vous-même, vous voyez, la télé n'est pas la radio, bien qu'on a la radio ici à côté de nous. Ça peut être qu'une réussite. C'est un signe avant-coureur. Parce que pour l'élection du 23 décembre, l'enjeu principal, c'est l'organisation et la discipline, le nombre de personnalités influentes dans tous les territoires de la RDC. Tel que je vois les choses, je pense que nous allons triompher sans gloire. Il nous a présenté, c'est lui qui doit diriger ce pays pour continuer son œuvre
Et celui qui doit diriger ce pays doit être Ramazani Emmanuel Sadari. Martin Fayulu, vous avez suivi, hein, l'autre camp est déjà presque prêt. La campagne pourra déjà commencer avec leurs 48 commissions. Moi, je commence par vous attaquer parce que les internautes m'ont dit, vous recevez Martin Fayulu, attaquez-le un peu parce que la population veut ce candidat commun de l'opposition. Vous êtes là. Eux, ils ont dit, d'ailleurs, un des cadres du FCC a dit, eux ont déjà leur candidat, c'est Emmanuel Chadal et l'opposition. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de tourner en rond, Jobourg, j'ai entendu Conakry. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous ne parvenez pas à sortir ce fameux candidat commun? Écoutez, Paulette Kimuntu, donc nous aurons un candidat commun. Le problème, c'est que nous devons aller aux élections. Nous aurions voulu définir ces élections. Quel type d'élection? Et c'est ça, on nous a cantonnés dans ces débats de prérequis pour savoir si ce sont des élections transparentes, crédibles et apaisées. Donc, il fallait d'abord savoir si ils vont utiliser la machine à voter qui n'est pas légale, oui ou non. Mais vous le savez, Martin Fayulu, Nanga dit, il y aura les élections avec cette machine. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il pleuve, cette machine sera là. Qu'est-ce que vous avez fait? Nanga devient un dieu? Mais c'est lui le président de la commission électorale. Non, mais il est facilitateur. Non, non, non. Nanga doit suivre ce qui est écrit dans les lois de la République et dans les décisions que la CNI prend. Donc, nous aurons un candidat commun. Il n'y a pas de problème. La semaine qui va commencer, nous allons nous réunir et nous avons dit, avant le 15 novembre, donc le 15 de ce mois, nous aurons un candidat commun. Martin Fayulu sera prêt à céder si ce n'est pas vous. Vous serez prêt à soutenir celui qui sortira. Nous avons été à Pretoria, nous avons signé un protocole et les critères sont là, les modalités de désignation. Et si ce n'est pas Fayulu, Fayulu ne peut que accepter la décision du groupe. Revenons à ce que nous avons vu, 48 commissions. Moi, je prends d'ailleurs, par exemple, communication, c'est Alain Atundu est là, JMK est là, il y a, je ne sais pas les noms, il y a même Mimi Ngumba qui est là, cité, beaucoup de noms, beaucoup d'autorités qui sont citées, et les gens ne comprennent pas comment les ministres qui sont en fonction aujourd'hui peuvent battre campagne pour leur candidat. On a réquisitionné même le gouverneur. Et les gens se disent, ont l'impression, les Congolais se disent, c'est le retour du parti-État, du impair parti-État. Vous partagez cette impression, le retour du parti-État? Mais c'est plus que ça. L'ordre public est troublé. Il y a des gens qui doivent se saisir de ces dossiers-là. Les institutions de la République sont privatisées. Et c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Les membres du CESAC, les membres, les ministres qui doivent être nommés, désignés par un candidat privé. Est-ce que vous avez vu ça quelque part au monde? Ces gens-là n'ont pas démissionné préalablement. Ils ont été désignés. Ils vont aller, au début de la semaine, ils vont aller occuper leurs fonctions officielles et en même temps s'occuper du programme du candidat, s'occuper de la campagne du candidat. Est-ce que c'est normal? Non. Nous nous disons, ils ont privatisé l'État. C'est la prédation. Ça veut dire quoi la prédation? Ils vont utiliser les moyens de l'État? Mais bien sûr. C'est, comme on dit à Lingala, Nakana Ikaka. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays nous appartient. Toutes les institutions nous appartiennent. Et vous n'avez rien à dire. Même la population, on s'en fout de vous. Donc nous faisons ce que nous voulons. Parce qu'il n'y a personne pour nous surveiller. Il n'y a aucun, ce qu'on appelle les check and balance. Il n'y a aucun pouvoir pour nous dire, messieurs, mesdames, arrêtez-vous là. Donc, ils y vont et ça, c'est totalement inacceptable. Moi j'aime les comparaisons, hein, un tout petit peu, pour que les gens peut-être essaient d'avoir une lumière. Est-ce qu'aux États-Unis ou en France, moi je prends les deux démocraties les plus connues,
quand un candidat sortant, par exemple Obama, quand il était encore candidat, est-ce qu'il avait utilisé les membres de son équipe pour battre, surtout pour la deuxième campagne, hein, pour battre campagne pendant les présidentielles aux États-Unis, en 2012, si je ne me trompe pas. Écoutez, il y a une différence entre les fonctions de l'État et les fonctions des campagnes. La campagne s'est faite aux États-Unis comme partout ailleurs par les partis politiques. Les partis politiques, ils font leur campagne. Ça n'a rien à voir avec l'État. On n'utilise pas les moyens de l'État. Et d'ailleurs, même les fonds que vous recevez pour votre propagande, pour votre campagne, ces fonds-là, vous devez les comptabiliser et vous devez les déclarer. Donc, ici, les gouverneurs quittent leur province, ils viennent à Kinshasa. Ils voyagent avec l'argent de qui? Les frais des billets d'avion, c'est payé par qui? Les frais de séjour, c'est payé par qui? Ils rentrent chez eux. Même les chefs de territoire, on a pris tout le monde. Les ministres de la sécurité s'occupent, de l'intérieur, pardon, s'occupent de la sécurité. Non, ils s'occupent de la sécurité du candidat. Du processus électoral. Du candidat. Nous sommes du candidat. Ils ne s'occupent pas du processus électoral du pays. Non. Je crois que ça demande une démission en bloc. Ça demande le départ. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de situation. Et là, d'abord, ils ont déjà embrigadé la CENI. Ils avaient déjà privatisé la CENI. Ils ont fait des marchés avec la CENI. Ils ont édicté à la CENI ce que la CENI devait faire. Et aujourd'hui, voilà, toutes les institutions de la République, en commençant par la territoriale. Donc, est-ce que nous sommes encore, nous autres, nous sommes encore des candidats qui peuvent prétendre à quelque chose? Est-ce que vous aurez la facilité de battre campagne si les gouverneurs sont déjà acquis au FCC? Est-ce que Martin Fayulu sera libre de battre campagne, par exemple, au Katanga ou au Nord Kivu? Mais c'est ça le problème. J'ai été à Bandundouville. C'est les maires et les gouverneurs qui m'ont empêché de parler au peuple congolais. C'est ça le problème. J'ai été à Goma, c'est les maires et les gouverneurs qui m'ont compliqué la tâche. J'ai été à Kananga, c'est les gouverneurs et les services de sécurité qui m'ont compliqué la tâche. Donc, j'ai été dans le Congo central, c'est les gouverneurs de paix à son âme qui m'ont compliqué la tâche. À Mwanda, ils m'ont mis flopée des policiers, des militaires, des agents de renseignement. Est-ce que ces pays ne m'appartiennent pas? Donc, non, je crois que tout le monde le voit. M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. M. Kabila avait privatisé le Congo. Et il y a deux Kabila qui sont aussi dans ces commissions. Hein, Jonas Kabila et Zoé Kabila sont parmi membres de certaines commissions. Ce que nous devons dire ici, à tous ces messieurs et dames qui ne passeront pas, le peuple congolais ne veut pas d'eux. Le peuple congolais veut un changement. Mais vous voyez ce peuple, nous avons vu les images, Martin Fayulu, vous voyez ce peuple qui était là à l'hôtel Pullman. De quel peuple vous parlez? Le peuple est là, il les encourage, il les encense. Quand on distribue les pagnes, les polos, le peuple est là. Ils ont fait le plein au stade du 20 mai, si je ne me trompe pas. C'est ça, Racine, stade du 20 mai? Ils ont fait le plein. Balobi, Batondi, Sigan, Liboulou. Ils ont fait le plein. De quel peuple vous parlez? Attendez, j'ai vu ces messieurs et dames, ces jeunes gens qui sont venus à Pullman. Vous savez, j'habite pas loin de là. Ok? Et non, ce sont des jeunes gens qu'on a ramassés et à qui on donne l'argent. Mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Au stade Tata Raphaël, j'ai été gosse, je suis allé à ce stade-là plusieurs fois, d'ailleurs, enfant non accompagné. 180 000 personnes selon la police. Hein? Le stade Tata Raphaël contient, si le stade est plein, ne peut contenir que 35 000 personnes. Mais maintenant, si on occupe d'autres surfaces, vous pouvez aller à 40 000, 50 000 personnes. Mais ces 40 000, 50 000 personnes, on ne peut pas se réjouir. C'est qui? Les fonctionnaires de l'État, les policiers, les femmes de policiers. Qui sont réquisitionnés? Qui sont réquisitionnés. Et les jeunes gens à qui on paye et qui après chantent en disant que nous sommes partis récupérer l'argent de l'État. Est-ce qu'ils sont fiers d'eux? Alors, l'homme du FCC ou la femme du FCC a perdu sa dignité. Et ça ne m'étonne pas. Donc, pour nous, le vrai peuple, vous avez vu ce qui s'est passé lors de la marche du 26 octobre dernier. Vous avez vu,
Et là, le peuple est venu, la population quinoise est venue, et sans être payée. Et vous avez vu ce qui s'est passé ailleurs. Mais vous avez vu le désistement, oui, Martin Fayoulou, le désistement de certains membres qui ont été nommés dans ces commissions. Hein. Nous avons d'abord Kasonga Chilunde qui a dit, en tout cas, on ne l'a pas consulté, Chantal Kanimbo, il y en a beaucoup qui ont désisté. Quelle est votre impression par rapport à ces désistements Non, mais c'est un manque de sérieux. Comment quelqu'un peut se lever et dire que non, par faute de temps, on ne les a pas consultés. Mais vous ne consultez personne, vous ne consultez pas les gens et vous les nommez. Ça veut dire qu'ils font tout dans la précipitation. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont absolument rien. Ils utilisent les moyens de l'État et je suis content que les Chantal et autres, les Chantal Kanimbo et autres, aient dit que ça ne les concerne pas. Et l'abbé Poundou aussi, hein, je crois. Mais parce que quand j'ai vu le nom de l'abbé Poundou, je me suis dit, oh, où est-ce qu'on va là? Et donc, heureusement, que ces gens-là ont démissionné, des gens sérieux. Alors, ça veut dire quoi? Et là, vous allez, quand le cardinal Mosengo dit que les médiocres doivent dégager, vous allez critiquer les cardinals. Et ce n'est pas la médiocrité. Comment vous pouvez désigner quelqu'un, nommer quelqu'un à son insu? Et maintenant, les flops que ça fait. Mais qui ramasse ça? Parce qu'eux, ils ont bu la honte. Ils ne savent pas ce que c'est que la honte. Donc ils vont accepter, ils vont continuer à aller comme un bulldozer. Non, on va les arrêter. Il n'y aura pas élection avec machine à voter. Il y aura élection dans ces pays. Si et seulement si nous votons conformément à la loi, c'est-à-dire avec bulletin papier. Nous prenons d'ailleurs ce dossier, hein, la déclaration commune contre la machine à voter. Quelques candidats ont dit non à cette machine. D'ailleurs, cette semaine, le candidat Chekomba a été avec la CENI pendant plus de 6 heures pour essayer de démontrer un peu comment ça fonctionne la CENI. Vous avez entendu la suite. Hein. Beaucoup de choses ont été dites. Il n'a pas du tout été convaincu par cette machine parce que, avec des termes techniques, le logiciel ou la couverture du logiciel n'a pas été ouverte. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à ces machines. Et le sondage, ce sondage qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le sondage GEC et Bercy, beaucoup de candidats se sont sentis un peu, comment dire, je ne sais pas, mal à l'aise dans leur peau parce que, et le candidat du FCC a d'ailleurs déclaré, hein, beaucoup de candidats se sont dit un peu heurtés par ce sondage. Alors, Raciste, deuxième élément. Initiée par les mouvements citoyens congolais debout, la pétition contre la machine à voter lancée par les comités laïcs de coordination a été signée ce vendredi 2 novembre par les leaders de la société civile, mais également les candidats présidents des forces acquises au changement. Hervé Diakese, porte-parole du mouvement citoyen congolais debout, rappelle que l'objectif de cette pétition est d'évaluer la situation politique au pays afin de dresser une marche à suivre jusqu'à la tenue des élections, mais sans la machine à voter. Outre son illégalité, la machine à voter ne réunit aucun consensus. Son imposition affectera la crédibilité des résultats du scrutin et la légitimité des institutions qui en seront issues. Elle ouvrira la porte à d'innombrables contestations qui, c'est à craindre, pourraient conduire à des violences et à un affaiblissement général de l'État. Invitons la population congolaise a signé massivement la pétition initiée par le comité laïque de coordination pour rejeter la machine à voter. Exigeons de la CENI de retirer la machine à voter non prévue par la loi électorale, de nettoyer les fichiers électoraux corrompus et de rechercher activement le consensus entre toutes les parties prenantes pour un processus électoral apaisé, crédible et responsable. Le mouvement citoyen congolais debout annonce la reprise incessante des actions des masses, dit-il, pour faire échec à tout projet d'actuel pouvoir de s'éterniser par une parodie d'élection. Les réactions fusent de partout concernant le sondage de GEC et Bercy sur les différents candidats présidents de la République. Benito Kiangoudi estime que son candidat Vital Kamerhe ne mérite pas cette deuxième place qui lui est attribuée par ces sondages. Ce cadre de l'UNC pense que cela n'est qu'un point de vue d'une certaine opinion.
C'est un sondage comme tout autre. C'est des types de sondages les mêmes sondages qui ont aux États-Unis qui présentaient un autre candidat que celui qui a gagné, qui présentait un autre candidat que celui qui a gagné en France également. C'est un sondage comme n'importe qui peut le faire. Pourquoi mon président serait deuxième sur la liste sur un échantillonnage de 1700 personnes pour une population de 80 millions d'habitants? Non, c'est un sondage comme tout autre sondage. Pourquoi la deuxième place? Le président Vital Kamerhe mérite la première place. Il est celui qui, pour moi, devrait porter l'espoir du peuple congolais, de toute la République, en tant que candidat commun de l'opposition. S'agissant de la question de la candidature commune de l'opposition, Benito Kiangoudi rassure que son parti reste dans la logique de fédérer toutes les forces de l'opposition autour d'un seul candidat. Les efforts sont conjugués dans ce sens-là. Du 7 au 10 novembre, les leaders de l'opposition vont se retrouver à Bruxelles pour justement trouver leur candidat commun. Et j'espère et j'incite à la population congolaise qu'ils feront le bon choix et que ce choix-là, ce sera mon président, Vital Kamerhe. Nous gardons l'esprit, nous gardons l'idée qu'on aura un candidat commun, nous gardons cette union de l'opposition. Nous sommes pour l'union de l'opposition. C'est tout ce que vous devez savoir de nous. Ce cadre de l'UNC a par ailleurs appelé la population congolaise à continuer à faire confiance à l'opposition qui, selon lui, jusqu'à présent fait preuve de solidarité. Martin Fayoulou, question directe. Est-ce que la population doit continuer à faire confiance à l'opposition congolaise? Non, d'abord le sondage. Enfin, c'est ça, nous sommes déjà là. Ah oui. On doit continuer à vous faire confiance, la population doit continuer à vous faire confiance. Mais bien sûr, parce que nous sommes là pour la population. Nous relayons les désidérata de la population. La population doit nous faire confiance. Pourquoi la population ne nous fera-t-elle pas confiance? L'un de ces désidérata, c'est le candidat commun. Vous voyez déjà comment ça... Vous vous chamaillez déjà avec ce sondage. Je sais que vous êtes quatrième. Celui de l'UNC, là, n'est pas d'accord qu'on place son président deuxième dans ce sondage. Alors déjà, pour des petits sondages comme ça, vous n'êtes pas d'accord. Alors, pour le candidat commun, est-ce que vous serez prêt à laisser vos égos de côté et soutenir ce candidat commun? Est-ce que vous, d'abord, commençons, vous êtes satisfait de cette quatrième place? Non, non, ben, disons, si on met Félix Tshisekedi premier, c'est ça qui dit, Vital deuxième, Ramazani troisième, moi quatrième. Non, le problème de ces sondages-là, ce n'est pas comme ça qu'on réalise un sondage. Je suis entré dans le détail de ces sondages de Bercy, GEC. Les sondages prennent un échantillonnage de 2000 personnes sur un fichier qu'ils ont de 2016. Et nous sommes à peu près 30 millions d'électeurs reconnus, j'enlève les 10 millions d'effectifs. 30 millions d'électeurs. Un échantillonnage de 2000, et sur les 2000, on tire 1179 personnes. Et chez les 1179 personnes, 670 acceptent de répondre. 670 sur 400 sites. Dans ces pays vastes, énormes, vous faites un sondage de 670 personnes. Est-ce que ces sondages-là... C'est pas représentatif. Mais c'est pas représentatif du tout. Donc, et ces gens-là ont voté par des tablettes. C'est-à-dire, c'est des gens sélectionnés, connus, qu'on connaît depuis longtemps, à qui on a donné des tablettes et qui ont voté, qui ont participé à ces sondages. Non, les sondages... C'est pas la base, hein, c'est pas la base qui a voté. Les sondages, le Congo profond, pas du les tout. sondages, là, ce n'est pas un sondage sérieux. Et aujourd'hui... Si vous étiez premier, vous allez dire que c'était sérieux. Parce que les partisans de Félix Tshisekedi disent OK, ils sont contents parce que leur candidat est premier. C'est la vérité. Si Martin Fayoulou était premier, vous allez dire que c'est sérieux. Mais je pouvais être content d'être quatrième sur tout ce monde qu'il y a. Non, je ne me satisfais pas de peu. Quand il y a quelque chose, je vais dans le fond, je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je viens de vous dire, de décrypter ces sondages. Donc, 670 personnes, 400 sites, pour une population électorale de plus de 30 millions d'électeurs, ce n'est pas sérieux. Ça, mais ça le sondage, jette... ce n'est que le miroir aussi. Hein. Bien sûr. Donc, ça montre un peu les tendances. Ça peut regardez ces sondages. Regardez ces sondages-là, pour vous dire un élément qui contredit les sondages, qui détruit les sondages. On dit que Fayoulou est populaire dans le Bandundu. Exactement. Ok? C'est sa région d'origine, c'est ses parents, il est populaire. Donc, et à Kinshasa? On dit à Kinshasa ici, Fayoulou n'est pas populaire.
Dans les Congo central, Fayoulou n'est pas populaire. Dans les Nord Kivu, le Sud Kivu, où j'ai investi énormément, j'ai des bases, j'ai des candidats députés nationaux, des candidats députés provinciaux au Sud Kivu. Dans la province orientale, à la Tchopo, vous savez ce qui se passe là? J'ai été à Kananga avec les chefs coutumiers, tous les chefs de la province du Kasaï central. Avec eux, j'ai fait la marche. Non, écoutez, soyons sérieux. Il faut être aussi réaliste, Martin. Oui. Le choix ethnique. Nous sommes d'accord. C'est une réalité congolaise. C'est vrai. On vous dira, oui, vous êtes populaire chez vous, au Bandundu. C'est une réalité. Et pas à Kinshasa? Non, mais de ce point de vue-là, vous allez accepter, vous dites, oui, je suis populaire chez moi. Non, ça veut dire... La réalité ethnique existe, on ne peut pas gommer cela. Je suis d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sondeurs, ou la personne qui a sondé, parce que c'est Bercy qui n'a pas de crédit. Et c'est pour cela que je demande à GEC, à ces groupes d'études sur le Congo, de faire très attention, parce qu'il va se discréditer en utilisant les sondages de Bercy. Il prend les hommes, il regarde, paf, il colle les chiffres. Ce n'est pas sérieux. Allez-y, faites les sondages ici, dans tout le pays, dans le Congo central, où j'ai été. Il y a peu de candidats qui ont fait les déplacements comme moi j'ai fait dans le Congo central. Vous allez dire que avec tous les membres de la dynamique de l'opposition que j'ai, qui sont ultra populaires, les Pouela, les Wivin Landou et les autres, vous pensez que je ne puisse, comment dire, rien représenter dans cette province-là? Et vous savez, vous venez de dire, si le vote est communautaire à ce point-là, donc vous savez, Bandundu, Kinshasa et le Congo central, c'est la même province. Et quand vous étendez plus loin, vous allez dans l'Équateur. Vous comprenez ce que ça veut faire? Les membres de l'SID, de la dynamique de l'opposition, de Sud-Ubangi, de la Chouapa et, comment dire, de la Mongala, ont appelé pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Les membres de Bukavu ont appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas voulu commenter. Mais Pouela l'a dit, d'ailleurs, par rapport à la candidature commune, Pouela veut que vous soyez ce fameux candidat commun de l'opposition. Mais beaucoup, nous sommes sur le net, nous avons vu les réactions des gens. Les gens disent, mais c'est tout à fait normal parce que Pouela est de la dynamique de l'opposition. Bon, oui. je voudrais savoir un peu, quels sont les critères pour choisir ce fameux candidat? Parce que le FCC vous lance comme ça, coup sur coup. Hein, ils ont déjà leur candidat. Vous avez posé au FCC quels étaient les critères chez eux? Non, écoutez, nous sommes politiques. Nous sommes congolais. Le peuple congolais nous a demandé de ne pas le trahir, d'avoir un candidat commun. Nous avons signé un protocole. Nous nous sommes dit que ce candidat qui sera choisi par nous tous, nous 7, ces candidats, nous allons le présenter au peuple congolais. 7 candidats de l'opposition, mais vous êtes 21 candidats, vous enlevez un du FCC, il reste à peu près 20, avec 7, 14, 13, et les 13 là, est-ce que vous les faites pas un petit appel de pied là? Parce que les 13 là sont comme ça, hein? Je ne sais pas où ils sont, il y en a qui sont indépendants, il y en a... Non, ils sont pas comme ça. Mais est-ce que vous les attirez chez vous? Parce qu'il y en a qui... J'en ai reçu un dernièrement qui a dit qu'il se sent un peu lésé par vous les opposants, qui vous croyez plus supérieurs à eux ou plus opposants qu'eux. Est-ce que vous faites appel par exemple à Noël Tchani? Est-ce que vous faites appel à Pungu? Est-ce que vous faites appel à l'unique candidate? Est-ce que vous faites appel aux autres? Vous les charmez, permettez l'expression, pour qu'ils viennent dans votre camp? Parce que c'est quand même 13 sur 7, c'est beaucoup. Vous savez que nous avons signé une déclaration commune, la déclaration des 11 candidats. Et dans les 11 candidats, dans notre groupe de 4, donc 7 moins 3 est exclu, il n'y a que 2 qui ont signé. Donc ça veut dire que les 9 sont venus de l'autre groupe. Nous avons signé, nous avons des réunions avec eux. Vous avez vu, vous venez de passer un élément ici, les mouvements citoyens ont organisé une manifestation contre la machine à voter. Contre la machine à voter. Mais nous étions là, le pasteur Théodore Ngoyi est là, nous sommes avec lui, avec eux, nous avons marché. Le pasteur Théodore Ngoyi a marché, Madame Marie-Josée Ifoko a marché avec nous, et le pasteur et Madame Ifoko, nous avons signé les mémos que nous avons déposés à la CENI, et nous avons re-signé un autre document ensemble pour demander à la CENI de répondre à ces mémos. Donc, nous sommes ensemble, nous sommes partis les voir, nous avons discuté avec eux. Maintenant,
la différence, c'est que, ou le problème que vous essayez d'épingler, c'est que nous sommes ensemble depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ces 7-là, nous sommes ensemble. Et là, nous sommes en train de chercher, de trouver des passerelles, comment se mettre avec eux. L'idée des candidats communs, on aurait déjà eu les candidats communs depuis longtemps si on ne soupçonnait pas les supercheries de ces pouvoirs. Admettons qu'au départ, on avait mis les candidats communs Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu Moïse Katumbi, ne s'est pas présenté, il ne pouvait pas. Et si on avait mis Jean-Pierre Bemba, qui lui a posé sa candidature, a payé sa caution, et si on avait mis Jean-Pierre Bemba, on clôture l'affaire et qu'après on dit que Jean-Pierre Bemba n'est pas candidat, qu'est-ce qu'on serait devenu? Donc le problème ici, c'est la distraction de M. Nanga et du pouvoir en place. Il nous amène des éléments de distraction qui font retarder cette désignation. Nous allons désigner les candidats communs, nous approchons les autres, nous discutons avec les autres, nous allons avoir une réunion avec les autres. Le rôle et l'impact des candidats invalidés. Parce que beaucoup se disent que ce sont eux qui tirent le ficelle. Comme eux sont invalidés, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mouzito et les autres, c'est eux qui veulent maintenant créer la division. Je peux le dire en lingala, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces gens-là vous mènent par le bout du nez? Ils vous appellent à Jobo, ils vous appellent à Casablanca, ils vous appellent à Paris, ils vous appellent à Bruxelles. Quel est leur rôle? Ils ne sont plus là. Ils jouent quel rôle pour quelle raison eux, ils n'aimeraient pas qu'il y ait élection? Pour quelle raison? Eux, ils ne sont pas là. Hein? Mais non, mais s'ils ne sont pas là et qu'il y a élection et que quelqu'un dit FCC gagne, ça veut dire que c'est eux qui sont perdants. Au contraire, eux, ils doivent s'investir, ils s'investissent réellement pour avoir ces candidats communs. Je peux vous le dire, je suis constamment en communication avec tous les candidats et ils sont, eux, au premier plan pour la désignation de ces candidats. Comme les 4 validés, nous étions à Pretoria. Nous allons encore avoir une réunion. Pourquoi? C'est pour ces candidats communs. Je vous le dis et je vous le garantis. Et s'il n'y avait pas de manœuvres, de distractions, si la CENI nous avait déjà dit qu'on va utiliser le bulletin papier, on aurait déjà eu les candidats communs. Parce que vous savez, c'est que les torts, c'est à nos candidats députés nationaux, à nos candidats députés provinciaux. Parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. Et les autres font la pré-campagne et même la campagne, parce que leurs affiches sont partout. Et là, personne ne dit mot. Ils ne sont pas exclus. Vous voyez des affiches de Ramazani partout. Même certains d'entre eux avec des numéros. Et nous disons que les candidats seront là, mais les candidats seront là pas pour n'importe quoi, pour les élections crédibles, transparentes et apaisées. Nous restons toujours dans ce domaine des élections, hein, la sensibilisation des pasteurs sur le processus électoral. Nous y sommes déjà, nous sommes en plein dedans dans ce processus électoral et la remise des matériaux à la CENI par le gouvernement congolais. Du matériel logistique a été remis à la CENI ce lundi 29 octobre par le gouvernement congolais. À en croire Corneille Nanga, président de la centrale électorale, les élections se tiendront sans doute le 23 décembre prochain. 23 décembre 2018 se tiendront les 3 scrutins, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Élections présidentielles, élections législatives nationales et provinciales. Corneille Nanga indique que d'ici la semaine prochaine, d'autres camions atteindront la frontière congolaise. Les informations à notre possession indiquent que d'ici une semaine, ces véhicules vont atteindre la frontière congolaise. Pour Henri Mova-Sakani, le patron de l'Intérieur et Sécurité, cette dotation volera en éclats les doutes. Au-delà de cet appui financier que le gouvernement a assuré auprès de la CENI, aujourd'hui, la nation congolaise assiste à une autre dimension qui pourrait, nous l'espérons, faire voler en éclats les doutes qui subsistaient pour certains quant à
la réalisation de cet engagement patriotique. Juste après la cérémonie, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante et une délégation des journalistes ont pris la direction de l'aéroport international d'Indili pour visiter des stands et des hélicoptères. Ils sont tous pasteurs dans certaines églises de la district de Lukunga. Ces derniers ont été sensibilisés sur le processus électoral en cours. Les organisateurs de cette activité estiment que les hommes de Dieu doivent jouer un rôle d'avant-gardiste au sein de la société. On a réuni cette base, une base forte, serviteur de Dieu, parce que quand les fondements sont renversés, ce sont les justes qui peuvent relever la pente. Nous sommes en train d'aller aux élections. Que les hommes de Dieu, qui sont aussi congolais, qui sont eux aussi électeurs, entrent dans ce mouvement. Les serviteurs de Dieu peuvent jouer un rôle très important auprès de leurs fidèles pour qu'ils puissent voter utile. En tant qu'acteur politique, Thomas Wechi a eu des mots justes pour condamner la pratique de monnayage des votes en République démocratique du Congo. Les quelques élections que nous avons eues ici ont été monnayées. Si vous n'avez pas de polo, si vous n'avez pas la bière, eh bien, c'est difficile d'obtenir de voix. Nous sommes le seul pays aujourd'hui qui fait des choses que les gens ne comprennent pas. Ces échanges ont permis aux participants de mieux comprendre la vision qu'incarne ce candidat député national de la circonscription de Lukunga, d'où ses soutiens. Jésus-Christ avait un leadership fort pour soutenir, pour aimer, pour conduire le peuple dans la vérité. C'est ces gens-là dont nous avons besoin. Il mérite que nous puissions lui donner cette chance parce que, vu son âge, je ne vois pas ce qu'il a gagné. Ce genre de rencontre vise simplement à conscientiser la population à travers ses leaders sur un choix judiciaire à opérer lors des élections qui pointent à l'horizon. Martin Fayulu, vous avez vu toute cette armada, le matériel que le gouvernement congolais a donné à la CENI, les hélicoptères, les camions et tout ça. Cela vous rassure quand même que le 23, avec ou sans machine, il y aura les élections. Les camions qui tombent déjà en panne. Oh là là, écoutez, ça peut arriver, hein, c'est la technique. Non, non, ça peut arriver. Mais quand est-ce que ces camions vont atteindre les lieux d'affectation? Quand? Combien de camions? Ces pays d'une superficie de 2 345 000 km². Non, écoutez, ça c'est du n'importe quoi. Ce que Nanga est en train de faire, il est en train de faire du cinéma. Il est en train d'investir beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, l'argent de l'État pour sa publicité. Il sait pertinemment bien qu'il ne passera pas. Pourquoi il ne passera pas? Simplement parce qu'il est hors la loi. Il est en dehors de la loi. Et ici, j'ai vu les pasteurs. J'ai vu les hommes de l'église. C'est bien. Quand vous êtes un homme d'église, vous avez une chose, c'est que vous avez. Qui vous dirige, c'est la Bible. Si vous allez en dehors de la Bible, on ne peut pas vous suivre. Ici, pour nous, sur cette terre des hommes, nous les Congolais, nous avons la Constitution, nous avons les lois de la République. La CENI a la Constitution, la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la CENI, et puis la loi électorale et les décisions que la CENI a prises par rapport à cette loi, pour appliquer la loi électorale. Et donc, la machine à voter, vote électronique, n'est pas reprise dans la loi et on ne peut pas accepter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Martin Fayulu va boycotter s'il y a cette machine à voter. Et vos candidats, les députés provinciaux et les nationaux, c'est que la population a envie qu'on change un peu ces institutions. Ça fait depuis 2000, le Sénat c'est depuis 2006, l'Assemblée nationale c'est depuis 2011. La population veut l'alternance, a envie de voir d'autres têtes. Mais vous vous posez trop de questions, nous on va boycotter et tout ça. Et ceux qui vous suivent, ceux qui sont derrière vous comme Gabi Kwambamba, qui veut être candidat député national, qu'est-ce qu'il va faire? Madame,
je ne vous ai pas dit qu'on va boycotter les élections. Mais vous le dites, si sans machine à voter, vous n'allez pas participer. Sans machine, j'ai dit ceci. Avec machine à voter, vous n'allez pas participer. Exactement. Je vous dis ceci exactement. Je vais répéter pour que vos téléspectateurs écoutent bien. Nous ne laisserons pas ici, dans ces pays, que quelqu'un organise les élections avec la machine à voter. Quand on dit nous, le peuple congolais, c'est le peuple. L'article 64, c'est pour le peuple congolais. Le peuple congolais ne pourra jamais laisser quelqu'un violer impunément la Constitution, la loi électorale, les décisions de la CENI. Non. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Si je suis leader, et j'ai dit à la population congolaise, ne touchez pas à cette machine. C'est du poison. Vous comprenez? Ne touchez pas à cette machine. Et les candidats chez Komba, oui, qui a passé plus de 6 heures, a fait la démonstration. Oui. Il ne s'est pas appesanti sur la légalité ou non de la machine. Il dit, bon, mais je vais quand même aller pour voir cette machine. Mais qu'est-ce qu'il nous a relaté? Et quelle est sa conclusion? Il ne faut pas utiliser la machine. C'est très clair. Alors, déjà, sur le plan technique, ça pose problème. Sur le plan technique, dans un pays où il y a beaucoup d'illettrés, dans un pays où beaucoup de gens n'ont pas vu des tablettes, dans un pays où beaucoup de gens n'utilisent pas l'ordinateur ni les téléphones portables. Et vous dites aux gens, allez, et un spécialiste vient, il fait la démonstration. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu la CENI monter au créneau pour les contredire. Mais la CENI, au contraire... La CENI a dit que non, c'était pour des questions de sécurité. Non, mais c'est quel... Le logiciel, je ne sais pas moi. Moi, je ne suis pas spécialiste. Il a dit que c'est pour des questions de sécurité qu'on n'a pas ouvert ce que chez Komba a demandé. Non, question de sécurité, il n'a pas contredit. Quand il dit que cette machine-là, il y a des codes sources, il y a des choses... Parce que la machine, c'est une carapace. Il le dit très bien. C'est neutre. C'est ça qu'il dit. Mais c'est que quelque chose qui peut faire que la machine donne des résultats que la personne veut, ce sont des programmes. On peut mettre n'importe quel programme. Et il vous a dit, si on dit à la machine, on peut dire à la machine, quand le candidat A vient, ok, quand le candidat vote une fois, on vote candidat A, 2 fois candidat A, 3 fois candidat, à chaque fois, quand on dit candidat A, vous dites que c'est le candidat C. Mais quand on aura 5 candidats A, et vous avez dit pour le 5 c'est candidat C, et le 6e, vous lui donnez à lui candidat A. Ça, je peux le faire. La programmation simple. Celui qui a fait la programmation peut faire cet exercice, c'est très simple. Et c'est ce que les candidats chez Komba... Manuel ne va pas compter, parce que Nanga nous a expliqué, il a dit, l'ordinateur, en fait, cette imprimante ou cet ordinateur ne servira qu'à imprimer, mais le bulletin en soi, le vote en soi, c'est le papier qu'on va déposer dans l'urne. C'est ça qui va compter. Il s'est contredit, M. Danga. Il a dit que ça ne servira qu'à imprimer, mais vous aurez le résultat. Vous votez le 23 et vous allez passer la fête de Noël avec le nom du candidat, avec le nom du président de la République. Donc ça le sera 24, connecté. Mais bien sûr, donc le 24, vous aurez des résultats. Alors, si vous avez les résultats le 24, vous aurez par quel moyen? Donc c'est la machine qui va compiler, c'est la machine qui va communiquer les résultats. Donc c'est un vote électronique qui est interdit par l'article 237 ter de la loi électorale. Le rôle des pasteurs, vous avez vu, hein, l'Église catholique a déjà dit non la semaine passée, il ne faut pas donner ses salles et ses moyens pour les candidats. Mais pour vous, est-ce que les pasteurs congolais jouent vraiment leur rôle ici? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont permettre à leurs pasteurs, à leurs brebis, pardon, de voter utile? Est-ce qu'ils ne vont pas glisser aussi pour dire voter tel ou tel? Je ne sais pas, la peur qu'ont les Congolais par rapport aux pasteurs congolais. Moi, je n'ai pas des positions à émettre à ce niveau des pasteurs. Chacun est conscient de ce qu'il fait. Les pasteurs prient pour le pays. Les pasteurs voient ce qui se passe dans ce pays. Les pasteurs savent que les brebis qu'ils encadrent, qu'ils dirigent, sont malades. Ils sont démunis. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de travail. Et ces gens-là ne peuvent pas continuer à prier sans que rien ne se passe. Donc, tout le monde doit s'engager dans cette voie de trouver une alternance crédible. Je prends un exemple pratique. Moi, j'aime les exemples pratiques. Théodore Ngoï, il est pasteur, non? Oui. Est-ce que le pasteur Théodore Ngoï va imposer à ses brebis, en guillemets, de le voter? Est-ce que cela ne va pas créer une confusion?
Ces brebis vont le voter en tant que pasteur. Ils disent non, j'aime mon pasteur, je le vote comme candidat président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine confusion dans cette histoire? Non, mais un vrai pasteur va prier pour les candidats. Moi, j'étais à l'église de la Borne. Je vais vous dire, en 2006, candidat et membre de l'église de la Borne. Qu'est-ce que le pasteur Vernon a fait? Il a dit, le pays va avoir des élections. Il faut les frères et sœurs qui veulent y aller et qu'ils y aillent et qu'ils sortent comme ils sont entrés. Qui continuent à être chrétiens, des vrais chrétiens. Mais il n'a pas donné de mot d'ordre. Il dit, vous venez tous. Parce que dans l'église, il y a des candidats de tous bords. Et vous venez tous, je vais prier pour vous. Le pasteur a prié sans donner de consignes. Le pasteur ne peut pas donner de consignes pour dire votez pour tel ou pour tel autre. Mais le pasteur, comme le prêtre, doivent simplement dire et mettre en garde l'autorité qui organise pour dire, s'il vous plaît, conformez-vous à la loi, conformez-vous à la Constitution, parce que le pasteur à l'église dit, conformez-vous à la Bible, lisez la Bible, appliquez, pratiquez la Bible, qu'il faut craindre Dieu. Si vous craignez Dieu, c'est-à-dire vous appliquez ce qui est dans la Bible. Il y a déjà certains pasteurs qui sont dans l'équipe de campagne du FCC. Comment faire alors? Mais ça, c'est leur problème, c'est leur conscience. C'est leur conscience. Parce que, voyez-vous, il y a pasteur et pasteur, comme il y a politicien et politicien. Et j'ai toujours dit, ici, dans ces pays, c'est ces deux catégories aujourd'hui qu'on critique. Et les pasteurs et les politiques. Mais vous n'allez pas dire que dans les pasteurs, il n'y a pas de pasteurs exemplaires, des bons pasteurs. Je vais donner un exemple ici. Il y a des pasteurs exemplaires qui, eux, sont là pour dire la parole de Dieu, pour évangéliser, pour amener les gens dans le salut recherché. Mais il y a des pasteurs qui sont pasteurs parce que c'est un moyen de vivre. Comme il y a des politiciens qui sont devenus politiciens parce que c'est un moyen de vivre. Ils savent que si je lève ma voix, on va m'appeler pour m'acheter. Ils se font acheter. Il y en a beaucoup, vous le voyez. Il y a des gens qui étaient hier avec nous, et qui ont critiqué, qui ont traité Kabila de tous les noms. Je n'ai jamais, moi, parlé de Kabila dans le sens, avec les mots qu'eux, ils utilisaient. Aujourd'hui, je le vois derrière Ramazani. Ils sont politiciens. Mais ils sont politiciens pourquoi? Pour leur ventre. Mais maintenant, quand vous allez à la cité, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, votre politique, on n'entre pas parce que vous êtes tous le même. On nous prend tous le même parce que nous avons choisi. Vous avez déçu cette population énormément. Suivez les réactions sur les réseaux sociaux. Les politiques ont beaucoup déçu. Que ce soit de l'opposition ou de la majorité, vous avez beaucoup déçu. Mais nous sommes d'accord qu'on a beaucoup déçu. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Et je suis en train de vous dire, vous avez cité les pasteurs Théodore Ngoï. Et je ne pense pas que quand il prêche et il fait entrer, comment dire, des problèmes politiques dedans, il prêche la parole de Dieu, c'est tout. Donc, les politiques qui ont dessus sont connus, mais aussi cette population-là. Je la comprends. Je comprends les jeunes gens qui vont pour chercher de l'argent. Je les comprends. Est-ce qu'on ne peut pas y avoir séparation de l'Église et de l'État comme on l'a fait? Parce que ça crée réellement une confusion. Mais il y a séparation. Mais par exemple, les prêtres, je ne sais pas, est-ce que normalement un cardinal... Bon, je ne sais pas à l'Église catholique comment ça se passe, mais à un moment, il faut savoir séparer l'Église et l'État et le pouvoir. Non, les cardinals, les prêtres, comment dire, monseigneur ou un père de l'Église. Mais ils sont là pourquoi? Les brebis, c'est qui? Mais c'est nous. Mais vous laissez les brebis là souffrir. Quand ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. À Béni, on tue, on viole et tout ça. Et vous voulez que les pasteurs, vous voulez que les cardinals Mosengo, les monseigneurs Ambongo et les autres ferment leur bouche, ferment les yeux? Mais ça, c'est grave. Donc, ils sont dimanche à l'église, ils prêchent la parole, ils prêchent l'évangile. Est-ce que c'est normal? Monseigneur Ambongo a dit, comme il a été nommé archevêque de Kinshasa, il a dit qu'il va suivre l'évolution, même politique, parce que c'est dans sa mission prophétique. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Mais Ambongo ne donne pas une ligne
comme ça, il ne va pas dire voter tel ou voter Martin Fayulu. Non, jamais. C'est pas son rôle. Hein. C'est pas son rôle. Il n'a jamais dit ça, il ne dira pas. Mais il va dire que ce que vous faites là n'est pas bon. Il va dire aussi, s'il le veut, avec son vocabulaire, comme le cardinal Mosengo a dit, les médiocres doivent dégager. Ça, il peut le dire. Pourquoi? Parce que si les médiocres ne dégagent pas, c'est eux qui vont avoir des problèmes. Nous allons à l'église. L'église vit des offrandes. Mais quand les fidèles viennent et qu'ils ne peuvent pas donner les offrandes, que les fidèles viennent et maintenant ils vont dans la caisse de secours de l'église, la partie sociale de l'église, ça devient très compliqué. L'État ne joue plus son rôle. Ce sont les églises qui jouent, qui en grande partie prennent la responsabilité de l'État. L'État devait avoir la sécurité sociale, l'État devait avoir l'encadrement des citoyens, l'État devait payer les soins de santé des démunis, et l'État ne le fait pas, et c'est l'Église qui le fait. C'est l'Église qui complique. Nous allons avoir la réaction de la CAGE par rapport au financement des meetings du FCC. Vous le savez, beaucoup a été dit par rapport à ce meeting du FCC. La réquisition des bus de Transco, des 10 000 francs congolais qui ont été remis à ceux qui étaient venus, mais nous essaierons d'en savoir un peu plus clair. Et notre rédaction a réfléchi, comme à l'accoutumée, sur la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies. Quelques jours après le meeting du FCC au stade Tata Raphaël, plusieurs allégations sur la place publique et dans les réseaux sociaux font état de la distribution de l'argent de l'État aux nombreux militants qui ont rempli samedi dernier ces stades, estimés à plus de 100 000 personnes par la police nationale congolaise. La CAGE exige du procureur général près la Cour de cassation l'ouverture de l'enquête. Le procureur général près la Cour de cassation a pouvoir déclencher une enquête indépendante et exhaustive sur les allégations qui ont fait état des distributions d'importantes sommes d'argent aux participants au meeting du 27 octobre, meeting organisé par les groupements politiques FCC, mais aussi sur les conditions de la réquisition illégale des bus du service public Transco, sans oublier aussi le fait qu'il a été signalé la présence de certains agents et fonctionnaires de l'État qui ont rapporté avoir fait l'objet de contraintes pour participer à ces meetings. Par ailleurs, Georges Kapiamba estime que l'opposition congolaise devrait fixer l'opinion une fois pour toutes sur sa participation ou non aux prochaines élections. Nous avons demandé à ce qu'elle puisse clarifier une fois pour toutes sa situation, mais mettre fin à la confusion qui est savamment entretenue, où on entend certains leaders soutenir qu'il n'y aura pas élection, ils ne vont pas aller aux élections, d'autres parler d'aller aux élections. Bref, ça crée un peu de la confusion dans les têtes des citoyens. Il faut rappeler que depuis un temps, l'UDPS a pris l'option de prendre part, avec ou sans machine à voter, aux prochaines élections, une position parallèle à celle des autres plateformes électorales de l'opposition, notamment Ensemble de Moïse Katumbi, qui n'ont cessé de revendiquer des élections sans machine à voter, avec un nouveau fichier électoral. Pour une première fois, Noé Tchani va s'adresser à son électorat samedi 17 novembre au stade Tata Raphaël. Le 17 novembre 2018, il y aura un grand meeting au stade Tata Raphaël. Nous vous invitons tous à venir à ce meeting-là pour que nous puissions faire connaissance tous, mais surtout que nous puissions vous présenter notre vision de développement de la RDC qui va permettre à notre pays de retrouver la paix, la sérénité pour toujours. Ce candidat président de la République ne jure que sur sa victoire et rejette le sondage qui place à la tête Félix Tshisekedi. Que les sondages en RDC n'ont aucune signification. Vous savez, aux États-Unis, nous venons de sortir d'une élection présidentielle où il y avait Hillary Clinton qui menait par plus de 20 points pendant très longtemps, jusqu'au jour des élections. Et devinez quoi? C'est Donald Trump qui était derrière, qui est devenu président de la République. Donc, dans un pays organisé où les sondages sont faits de façon scientifique. Ici, les sondages sont souvent des résultats de manipulations mensongères pour réaliser certains objectifs
Et moi, je pense que ça n'a aucune signification. Il faut attendre le 23 décembre et vous allez connaître qui est vraiment la personne qui a une vision de développement et un projet de société. Noël Tchani appelle le peuple congolais à voter utile. La population congolaise est aujourd'hui victime de la situation entretenue par les politiciens. Je voudrais appeler tous les Congolais à prendre conscience du fait que le 23 décembre prochain, il faut sanctionner tous les mauvais gestionnaires. Le peuple congolais doit mettre à la tête du pays un homme qui n'a jamais volé dans le trésor public de la RDC. Et cette personne est Noël Tchani, a souligné ce candidat président. Vous avez vu, nous allons parler des deux meetings. D'abord le meeting du FCC et le prochain meeting de Noël Tchani, un des candidats à la présidence de la République. Le financement des meetings, Martin Fayoulou. Eux, du FCC, disent c'est leurs militants qui ont financé. Les militants du FCC ont financé, ils ont cotisé, il y a des cotisations dans leur parti politique, et ils ont fait cela. Pourquoi dire que non, ils prennent les moyens de l'État? Est-ce que vous avez des preuves par rapport à ça? Mais on a des preuves, c'est comme ça qu'on demande au procureur de la République, puis de la Cour de cassation, d'ouvrir des enquêtes. Mais on a parlé de l'INSS, on a demandé aux agents d'être là. On a parlé des fonctionnaires de l'État, mais pourquoi le procureur n'ouvre pas l'enquête? C'est très simple. Moi, ici, je ne peux pas venir vous donner des preuves. Il y a quelqu'un qui est là quand il constate que l'ordre public est troublé. Il doit le faire. Et comme il doit ouvrir l'enquête sur les nominations des ministres et des membres du CESAC et d'autres qui n'ont pas été intéressés, d'autres dans des institutions de l'État. Parce que ça jette un discrédit total sur les institutions de l'État. Et c'est son travail. Donc, le financement du meeting, un parti, normalement, effectivement, vit des cotisations de ses membres et les hommes et les femmes de bonne volonté qui peuvent donner. Mais pour les cas du FCC, c'est connu de tous qu'on demande aux sociétés de participer. Et ça, c'est connu. C'est vrai qu'ensemble et dynamique de l'opposition, les meetings, vous en êtes habitués. Un prochain meeting aussi avant la campagne, proprement dit, ou pendant la campagne, vous prévoyez aussi un meeting? Mais bien sûr, on prévoit des meetings. On devait déjà être partout dans les grands centres du pays. Mais quand nous aurons les candidats communs, il faudra un meeting pour présenter ces candidats communs. Sûr que vous ne donnez rien à vos militants? Mais écoutez... Même pas un transport, même pas un coca, même pas... Donc, rien du tout. Le problème qui est évoqué là, c'est l'argent de l'État que vous achetez, vous donnez aux gens pour les appâter. C'est ça le problème. Vous achetez les militants, vous n'en avez pas. Vous comprenez ce qu'on veut ressortir là? Vous allez, vous prenez le bus Transco, le bus qui ne vous appartient pas, et vous réquisitionnez ces bus. Vous n'avez pas payé pour prendre vos militants. On n'a pas payé à la Transco, peut-être qu'on doit aller poser la question. Bien sûr, c'est ça l'enquête. Les jours où nous avons fait notre meeting le 26 septembre, Transco était où? On était en train de... Alors, on était en train d'entretenir tous les bus. Donc, un samedi, on entretient tous les bus, je ne sais pas, 200, 300 bus, le même jour. Où avez-vous vu ça? Alors, donc, c'est ça que nous disons qu'on ne peut pas accepter que les moyens de l'État soient mis à la disposition d'un fait privé, d'un parti privé, d'une organisation privée. Si vous vous cotisez et vous aidez vos membres, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez acheter des membres, et là, les jeunes gens ont dit, nous sommes venus chercher l'argent de l'État, et nous ne voulons pas de machine à voter. Ils ont chanté. On a vu les jeunes gens se battre pour l'argent. On a vu ces jeunes gens-là. Donc, et c'est ça qui est inacceptable. Quand Noël Tchani dit voter utile, pour une fille de 18 ans qui commence par exemple, qui veut voter pour la première fois, on lui dit voter utile. Pratiquement, ça veut dire quoi, voter utile? Une fille de 18 ans, un garçon de 18 ans, où tout le monde voter utile, veut simplement dire voter la personne en qui vous avez confiance, la personne qui vous a présenté un programme cohérent, la personne qui a des capacités pour amener le pays là où il va amener le pays selon sa vision. Il vous a donné la vision,
Il vous a donné les programmes, il dit qu'il veut réaliser quoi exactement. Donc, c'est ça voter utile. C'est pas voter parce qu'on vous a donné de l'argent, parce qu'on a acheté votre voix. Et Noé Tchani met l'accent sur quelqu'un qui n'a jamais volé en République démocratique du Congo. Comment savoir que celui-là n'a jamais trempé ses mains à Maboko Pembe et tout ça? Parce que tout le monde s'est dit Maboko Pembe, Martin Fayoulou, lui, c'est Maboko Pembe, Fachi, c'est Maboko Pembe, Noé Tchani, c'est Maboko Pembe, tout le monde c'est Maboko Pembe. Donc personne n'a jamais trempé. Alors, où sont les preuves? Comment savoir que Martin Fayoulou est Maboko Pembe? Il n'a jamais volé, il n'a jamais trempé dans les arnaques, dans les entourloupes et tout ça. Écoutez, comment garantissez-vous à vos lecteurs que vous n'avez pas de tâches, pas de casserole, pas de squelette dans les placards? Attendez, je ne parle pas de Noël. Oui, moi je parle de vous. Oui. Je parle de Martin Fayoulou et même de tout le monde. Pour savoir que quelqu'un m'a beaucoup pembé, il faut savoir les connaître. Si vous connaissez, moi je décline mon identité. Je décline ce que j'ai fait. Là où j'ai commencé l'école, comment j'ai terminé l'école maternelle, dans mon époque ça s'appelait 0 année. J'ai fait 0 année. École primaire, cycle d'orientation, école secondaire, université et tout ça. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé à l'Institut supérieur de gestion de Paris avec Tchani. J'ai étudié, on a fait l'école de commerce ensemble. Okay? Au moins, il y a quelqu'un qui a étudié. Bon, passons. Non, j'ai été... je peux garantir. C'est une pique. Les études aussi. Pour Tchani, je peux garantir. Donc, et je peux garantir, dans les institutions financières où il a travaillé, quand j'étais directeur général des mobiles au Mali, effectivement, Tchani venait aider le gouvernement malien. Ça, je peux le garantir ou le témoigner. Donc, ça, c'est un témoignage. Mais maintenant, Fayoulou a travaillé à Mobile Oil, Mobile Zaïre à l'époque. Il a des collègues, on doit savoir, est-ce qu'il a volé ou il n'a pas volé? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a travaillé dans cette multinationale ExxonMobil. Et il est connu, on le connaît. Donc, c'est ça que le peuple doit rechercher. Donc, je ne veux pas dire ils ont des mains propres parce qu'ils n'ont pas de mains. Non. Donc, ça c'est Kengo qui l'avait dit à la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas ça. Ça veut dire simplement qu'il faut regarder de quoi est capable de chaque candidat. Suivre les parcours. Vous avez mis l'accent sur les études. Revenons. Ma fille m'a dit de vous poser cette question à toi. Coucou à toi, Jade Lofoli, qui a terminé à l'IFASIC cette année. Les études. Est-ce que c'est important, les études? Parce qu'ils se disent aujourd'hui, Chancelo Kupamba, maman, j'arrive en 3e graduat, mais bon, à quoi bon? Parce que il y a des candidats qui n'ont même pas fait, je ne sais pas moi, telle étude ou telle étude. Est-ce que les études sont encore importantes pour les candidats, que ce soit les provinciaux, les députés nationaux ou même les candidats à la présidence? Les études sont importantes, mais quelles études? On ne veut pas dire parce qu'on n'a pas fait l'université qu'on n'est pas important. C'est ça. Attendez. Les acquis des connaissances. Bérégovoy n'avait pas fait l'université, mais vous pouvez mettre le Premier ministre français. L'ancien Premier ministre français, oui. Mais vous pouvez mettre même sur 100 universitaires français, vous le mettez avec Bérégovoy, ils pouvaient les battre. Parce que ce monsieur a acquis des connaissances différemment. Ok? Donc ce n'est pas forcément aller s'asseoir sur le banc de l'université. Mais il y a des études où les niveaux, c'est pour cela, nous, par exemple, dans la dynamique de l'opposition, et j'ai dit dans mon programme que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. La base, hein, la base, exactement, les fondamentaux, il faut les avoir. Si vous n'avez pas les fondamentaux, qu'est-ce que vous allez faire? Alors après, si vous avez les fondamentaux, vous avez fait les études à un certain niveau, vous pouvez acquérir d'autres connaissances différemment. Peut-être les parents n'avaient pas les moyens de vous envoyer à l'université. Peut-être il s'est passé quelque chose. Donc, les diplômes, c'est un parchemin, c'est un passeport, mais qui peut-être aussi ne veut absolument rien dire. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui ne peuvent pas défendre ces diplômes. Mais l'expérience, c'est autre chose. Avoir touché, travaillé, mis les mains dans les cambouis, et faire des choses que les gens ont appréciées. Avoir amené des résultats concrets. Et ça, c'est différent. Parce qu'un des candidats m'a dit, non, les études sont vraiment la clé. On ne peut pas mettre à la tête de la RDC quelqu'un qui n'a
pas étudié, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas, comme vous avez dit, d'expérience, qui a côtoyé, qui a déjà dirigé aux États-Unis. Ça se fait. Pour être président des États-Unis, vous devez passer par tel cursus, même en France. Mais chez nous, il n'y a pas ce cursus-là pour être chef de l'État. On se réveille un beau matin, on devient chef de l'État en RDC. C'est ça le problème. Aux États-Unis, on ne demande pas les cursus, mais c'est connu. Oui, il faut être deux fois gouverneur ou sénateur ou quelque chose comme ça. Donc, ça passe quelque part. Vous avez déjà géré quelque part. C'est ça l'expérience. J'avais mal compris. Non, si c'est les cursus, expérience, oui, non, tout à fait. On ne peut pas venir comme ça de but en blanc. On se dit que moi, je vais diriger un pays. Vous allez commencer par où? J'ai toujours dit, il y a des notions, il y a des concepts qu'il faut maîtriser. Vous ne viendrez pas apprendre sur le fauteuil du président de la République. Il y a des choses que vous devriez déjà être familier avec. Donc, je suis d'accord sur l'expérience, je suis d'accord sur l'exposition. Je ne mets pas pour votre fille, sinon il va me dire, ah non, écoutez, vous avez mis les diplômes de côté. Non, il faut étudier. Mais même au-delà des études, il faut continuer à s'informer, à s'instruire, aller plus loin, avoir de la connaissance. Il faut le faire. Mais, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, ils ne doivent pas se sous-estimer. Ils peuvent aller au cours du soir. Cette polémique, vous le savez. Entre candidats qui sont diplômés et non diplômés. Vous savez qu'en France, en France, il y a une grande école qui s'appelle les Conservatoires nationaux des arts et métiers. Dans cette école-là, c'est comme l'université, plus que l'université. Si vous terminez dans une université française, n'importe laquelle aujourd'hui, et quelqu'un qui termine aux arts et métiers, je dis l'université, pas les écoles de commerce ou tout ça, ou Sciences Po. Mais si vous terminez aux arts et métiers, on prend quelqu'un des arts et métiers. La formation est d'une efficacité exceptionnelle. Mais aux arts et métiers, on entre comme ça, comment? Avec 3 fiches de paye. On ne vous demande pas d'avoir le diplôme, 3 fiches de paye, mais seulement pour sortir de là. Et quand vous ne pouvez pas, vous partez. Et quand vous sortez de là, c'est que vous êtes calé, vous êtes qualifié. Donc je demande aux gens d'étudier. Il faut étudier et c'est très important. Et d'avoir de bonnes études. C'est pour ça que je demande aux professeurs de ne pas, monnayer le point. Et vous avez vu dans notre programme l'éducation. Et nous avons mis 30% du budget national, le budget de l'État, 30% pour l'éducation, la recherche et l'innovation. C'est très important. Nous revenons à la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Et Béni, nous ne pouvons pas parler de Béni, comme vous le savez. Des morts, toujours des morts à Béni. 6 morts cette semaine. En 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissait non seulement l'impact particulier des conflits sur les femmes, mais aussi le besoin de considérer celles-ci comme partie prenante à la prévention et à la résolution des conflits. Le Conseil de sécurité a en effet adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, qui souligne la nécessité d'intégrer la notion de genre et inclure les femmes dans les approches relatives à la sécurité et à la construction de la paix, en particulier les femmes affectées par les conflits. Cette résolution vise également à sensibiliser les soldats de la paix, la police et l'appareil judiciaire aux problèmes liés au genre pendant les conflits et adopter des mesures pour assurer la protection et le respect des droits de femmes et de filles. En plus, faire en sorte que les femmes issues des communautés frappées par les conflits armés soient représentées afin de faire entendre leur voix dans le processus de résolution des conflits. Ensuite, participer en tant que partenaire d'égale valeur à tous les niveaux de prise de décision en matière de résolution des conflits, de prévention et de paix durable. En République démocratique du Congo, la consultante indépendante en genre et développement, présidente nationale de la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté, Annie Matundu Bambi, estime que les défis sont énormes. Elle parle d'une forte vulgarisation de la résolution 1325 auprès de la population, l'appropriation de cette résolution auprès des acteurs clés, les manques de financement, de même que l'absence du plan d'action national. À l'en croire, l'effort national pour établir des indicateurs standardisés et les bonnes pratiques pour le suivi de la mise en œuvre du plan d'action national s'avère indispensable. Ce matin, l'émotion était grande au sein de la communauté de Béni. À la base, 6 personnes tuées à la machette dont 2 calcinées, une maison rendue en cendres.
Tel est le bilan provisoire de l'incursion de rebelles ADF. Ils ont surpris la population locale, indique notre source. Signalant que cette attaque intervient quelques jours seulement après une autre à Oisha, Bakaïko, où 3 personnes ont été exécutées, des maisons et véhicules incendiés. Des cas d'enlèvement et pillage ont également été signalés. Par contre, au Kasaï, 2 corps sans vie, dont celui du chef coutumier du groupement Benapela, dans le secteur des 10 batailles, ont été découverts ce dimanche 28 octobre dans la bourse. 2 personnes ont été tuées par des miliciens, rapporte Radio Okapi. Kampinga Kamba, chef du secteur, identifie le meurtrier comme des miliciens du chef Chiyoyo qui refusait d'adhérer au processus de paix. Selon lui, Chiyoyo était auparavant avec le chef Ndaye Ntsabanga, mais depuis que ce dernier a déposé les armes, lui et ses hommes refusent et veulent poursuivre les hostilités, a expliqué le chef de ce secteur. Martin Fayoulou, vous êtes candidat à la présidence de la République. Qu'est-ce que vous allez faire pratiquement pour stopper les affres de l'horreur à l'est de la RDC? C'est notre priorité. La paix et la sécurité, c'est une des priorités pour Martin Fayoulou, pour la dynamique de l'opposition. Pour nous, d'abord, c'est un état de droit. Bâtir un état de droit où les règles sont respectées, les lois sont respectées par tous les citoyens congolais. Et ensuite, la sécurité, la paix. Et à Béni, on ne pourra plus voir ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Kabila et son gouvernement, au lieu de faire ce qu'ils font, de refuser l'argent de la communauté internationale, de prendre l'argent de la République pour investir dans les élections. Et la communauté internationale est prête à donner de l'argent pour les élections. Ils pouvaient accepter cet argent et prendre tous ces camions-là, aller à Béni, aller à Nitouré, assurer la paix et la sécurité. Pourquoi il ne le fait pas? La question fondamentale, pourquoi il ne le fait pas? Tous ces policiers-là, j'apprends qu'on va donner 25 policiers aux candidats députés, aux candidats présidents de la République. Non, non, non. J'en ai pas et j'en ai pas besoin. J'en en aurai pas. Je n'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez moi? Donc, la paix, c'est l'élément clé, parce que sans paix, vous ne pouvez rien faire. Comment nous pouvons être à l'aise pendant que nos frères et sœurs sont tués tous les jours? Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les mamans ne peuvent pas aller au champ, personne ne peut vaquer paisiblement à ses occupations. Est-ce qu'on est un gouvernement? On est un gouvernement. Les minerais, on sait, c'est le nerf de la guerre à l'est de la République. Certains candidats ont déjà dit qu'ils vont revoir ce code minier. Est-ce que Martin Fayoulou, dès qu'il est président de la République, quelle est votre réaction ou quelle sera votre décision par rapport à ce code minier révisé? Parce que déjà certains candidats ont dit qu'ils vont revoir ce code minier. Hein. Même le FCC a dit que les relations avec la Belgique sont indispensables. On doit revoir certaines choses. Est-ce que Martin Fayoulou va revoir le code minier? Mais les codes miniers, qu'est-ce que les codes miniers? On a changé, vous savez, de 2 à 10% et tout, écoutez, que l'argent revienne à l'État et tout. Qu'est-ce que les codes miniers a à voir avec l'insécurité à l'Est? Mais beaucoup de multinationales, Martin Fayoulou, peut-être profitent de cette situation. Dites-moi, on parle tellement de multinationales. Moi, j'ai été... Vous avez travaillé là. Oui. Est-ce que c'est vrai, cette puissance qu'on octroie aux multinationales? Dites-moi, combien de multinationales sont ici? La mienne, ExxonMobil, a quitté le Congo parce que c'est peanut, ça ne représente absolument rien. Combien de multinationales sont? Il y a certainement des aventuriers, des gens qui profitent des situations, mais ne parlez pas tous. Les voisins aussi. Hein. Qui veulent de cette insécurité pour venir payer. L'insécurité, le pays voisin peut vouloir de l'insécurité, mais si nous avons un gouvernement sérieux, capable, compétent, responsable, un gouvernement des patriotes, ce gouvernement ne pourra pas laisser... Par rapport au code minier, vous allez revoir? Non, pour moi, nous, dans le programme de Fayoulou, sur les codes miniers, nous disons ceci, nous allons harmoniser le vu entre les gouvernements et les partenaires à ces sujets. Nous sommes dans la règle gagnant-gagnant. Nous ne posons rien à personne, mais nous mettons les choses sur la table et que toutes les parties doivent gagner, y compris la population. Mais ces gens-là qui parlent des codes miniers aujourd'hui, mais eux, ils se sont enrichis, hyper enrichis.
Ils sont milliardaires aujourd'hui. Mais avant, ils n'ont pas vu ça. C'est aujourd'hui. À l'Est, ce n'est pas le problème des codes miniers. À l'Est, c'est le problème de gens qui ont vendu notre pays, qui sont en train de liquider notre pays, qui sont en train de vouloir déplacer les populations congolaises pour y installer qui? D'autres populations. Ça, c'est connu. Et sinon, dites-moi, est-ce que l'armée ici, avec tous les généraux qu'il y a, avec tous les officiers qu'il y a, avec les hommes de troupes qu'il y a, est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver un moyen d'investir cette région-là, d'aller, de s'y planter, et que M. Kabila a même ces réunions qu'il organise là-bas pour assurer la sécurité de cette contrée? Ne peut pas le faire. Est-ce que s'il n'y a pas complicité? Martin Fayulu a suivi le documentaire passé sur TV5, je l'ai dit, et Canal+, sur le docteur Mukwege. Vous avez vu la situation de la femme à l'est de la République. Quel était votre sentiment? D'ailleurs, est-ce que vous avez félicité Mukwege? Parce que déjà le gouvernement l'avait fait du bout de lèvres. Quelle est votre réaction par rapport à ça? J'ai été alerté par le journal Le Monde. Pendant que ça se passait, il y a le journal Le Monde qui m'a appelé et tout de suite j'ai tweeté. Et après, j'ai eu le docteur Mukwege au téléphone, je l'ai félicité. Et vous ne pouvez pas savoir quelle était ma joie. J'ai versé des larmes. Et même le journaliste du Monde a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai versé des larmes de joie. Vous ne pouvez pas imaginer la récompense que le docteur Mukwege a eue. Vous ne pouvez pas imaginer la reconnaissance de ses efforts. La reconnaissance de ces docteurs qui a donné sa vie pour ces femmes, pour ses compatriotes. Et je suis fier, je suis très fier que le docteur Mukwege ait eu cette récompense. Peut-être vous voyez le prix Nobel, mais si vous voyez tous les prix que le docteur a alignés, a déjà eu, et si vous voyez tout ce que le docteur a inventé, a mis en œuvre pour soigner ces femmes, nous devons être fiers. Il y a les mauvaises langues qui disent que non, ben, de toutes les façons, les Blancs ont leurs critères, et donc ce sont les Blancs, c'est comme on dit en lingala, ils savent pourquoi ils ont octroyé ce prix au docteur Mukwege, parce qu'ils sont peut-être les instigateurs, entre guillemets, de cette situation à l'Est de la République. C'est un peu pour soulager leur conscience, comme ce qui s'est passé au Rwanda par rapport au génocide. Mais il y a un gouvernement, mais le gouvernement qui est contre ce docteur Mukwege, s'il le savait, ça, le gouvernement qui se dit souverain, ok, un pays souverain, vous avez un gouvernement et vous, dans votre périmètre, et vous laissez faire des choses, vous n'êtes pas un gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est quoi? L'État, une nation, c'est quoi? Mais votre périmètre, si les gens entrent quand ils veulent dans votre territoire, qu'est-ce que vous êtes? Vous n'êtes rien. Si moi je suis président de la République, je n'ai pas de complexe. Personne ne viendra me dire, voilà, faites ceci, faites cela. Je ferai les choses par rapport aux intérêts du Congo. Je ferai en sorte qu'avec les partenaires, nous soyons en bonne intelligence. Je ferai en sorte qu'avec les étrangers, ces pays étrangers, que si eux ils gagnent, mais d'abord les intérêts du Congo soient mis en avant. Donc je ne peux pas, par ma faiblesse, prétendre que les Blancs font ceci ou cela pour donner des prix à Mukwege parce qu'ils veulent se racheter. Ah non, mais ça c'est quand même très sérieux. Est-ce que le travail de Mukwege, on ne le voit pas? Non, mais attendez. D'abord, ce que Mukwege fait, je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne s'est pas approprié ce travail. Mais le gouvernement devait être là pour dire, d'abord, le gouvernement devait tout faire, comme les autres gouvernements, de faire une campagne pour promouvoir, comment dire, le docteur Mukwege. Madame Mushikiwabo, candidate au secrétariat général de l'OIF, qui a présenté sa candidature? Son pays. Et après qui? Même le Congo ici, ce gouvernement, tous ces gens, ils ont fait un effort pour qu'il y soit. Mais comment un gouvernement ne peut pas être fier du fait qu'un de ses fils, un de ses enfants a été récompensé par un grand prix? Question par rapport aux femmes. Je reviens à l'ESID, votre parti. On a dit dans cet élément que les femmes doivent être parmi ou dans des organes de prise de décision. La campagne est là. Comment vous avez? Est-ce qu'il y a 50% par rapport aux femmes? Est-ce que vous avez présenté combien de femmes à la candidature? Non, dans les programmes de la dynamique de l'opposition, ESID fait partie de la dynamique de l'opposition, il est réservé une grande place aux femmes.
nous allons aller vers le 50-50. C'est un objectif, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on forme les femmes. Il faut qu'on donne des moyens aux femmes, des moyens financiers pour leurs activités. Nous allons le faire. La vice-présidente de l'ECID, c'est une dame, Maître Marie-Jeanne Louaka. Donc nous pensons qu'il faut organiser le pays de telle sorte que toutes les composantes du pays se retrouvent. Donc il faut que les gens soient sérieux, il faut un état de droit, il faut un état qui produit des richesses, il faut un état qui distribue les richesses entre tous ces enfants, il faut un état où le développement humain est assuré. Donc l'objectif 50% pour les femmes à la dynamique de l'opposition, vous le ferez d'ici là. Donc, mais maintenant, il y a quand même 30, même 20-30% des candidatures. J'ai signé l'engagement 30% vers... Le pourcentage de candidatures féminines, c'est combien? Non, nous sommes à plus que... Les pourcentages... Non, je suis sérieux avec ça. En 2011, j'ai dit la barre 30%, pas moins de 30%. Et dans certaines circonscriptions, même ici à Kinshasa, on n'a pas donné des candidatures parce qu'on n'avait pas 30% de femmes. Et ça, c'est une faiblesse. Je n'ai pas atteint les 30%. Je dois le dire. Je n'ai pas atteint les 30%. Pas parce que je n'ai pas voulu, c'est parce que on n'a pas eu beaucoup de femmes. C'est pour cela, nous disons dans notre programme, on va encourager les partis à promouvoir les femmes à leur sein. Nous allons terminer par la confirmation de l'archevêque Fridolin. Vous le savez, il a été confirmé archevêque de la ville de Kinshasa. Et nous allons enfin terminer un peu par nous-mêmes, par la présentation du rapport de GED, journaliste en danger. C'est ce 1er novembre que Laurent Monsengo a officiellement passé la main à Fridolin Ambongo comme archevêque de Kinshasa. Sa confirmation en ce jour vient du pape François depuis le Vatican. Ce dernier qui avait nommé en février 2018 l'actuel archevêque comme coadjuteur du cardinal Monsengo. À l'égal de son prédécesseur, Fridolin Ambongo est un prêtre engagé contre le pouvoir de Kinshasa. Il s'est illustré par des prises de position interpellant le pouvoir face à la moindre tentative de dévier la Constitution, tout en s'attirant en retour les attaques du régime. Actuel vice-président de la Sainte-Co en charge de la commission justice et paix, l'archevêque Ambongo a fait plusieurs sorties pour dénoncer les dérives du régime, mais aussi les incohérences de l'opposition. Il s'affichait aussi sur le front diplomatique pour exiger la pression sur le gouvernement en vue de mettre en œuvre l'accord du 31 décembre 2016. Ordonné prêtre en 1988, le ressortissant des Mbandaka Bikoro est issu de l'ordre des frères mineurs Capuchins. En 2004, il a été nommé évêque de Bokungu-Ikela dans la province de l'Équateur. Il a ainsi gravi tous les échelons de sa congrégation avant de devenir le président national de l'Assemblée des supérieurs majeurs, Assouma en sigle. À noter que son prédécesseur, Laurent Monsengo, qui a été admis en retraite par le pape François, demeure cardinal émérite en République démocratique du Congo et membre du conseil de 9 cardinaux qui conseillent le pape dans le gouvernement de l'Église. En ce 2 novembre, date qui commémore la journée internationale contre l'impunité pour les crimes contre les journalistes, GED a tapé du poing sur la table. Cette ONG révèle que certaines personnes identifiables abusent de leur position pour commettre toutes sortes d'abus contre les journalistes sans être inquiétés. Selon Tivis Tivwadi, le secrétaire du GED, 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été enregistrés en RDC en 2018. Nous avons compté 121 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias en l'espace donc de 12 mois. Sur les 121 cas, près de la moitié, soit 54 cas, sont le fait de la police et de l'ANR, tandis que 40 cas reviennent aux autorités politico-administratives, c'est-à-dire les gouverneurs des provinces ou les administrateurs des territoires. Au regard des crimes commis contre les journalistes, Tivis Tivwadi souligne que l'heure est de pointer du doigt ce qu'il appelle les prédateurs de la liberté de la presse, avant d'appeler à la cessation des interférences politiques dans le travail du journaliste. Aujourd'hui, face à ces crimes contre les journalistes,
Les condoléances et les discours navrés ne suffisent plus. Il nous faut avoir le courage de pointer du doigt les méchants, ceux que nous appelons les prédateurs de la liberté de la presse, et dénoncer la culture de l'impunité qui semble s'installer dans notre pays et qui encourage l'intolérance contre les médias et entretient l'insécurité pour les journalistes. J'aide appel à la fin des interférences politiques et des services de sécurité dans le travail de la presse, ainsi qu'une plus grande autonomie de l'instance de régulation des médias, le CESAC, afin de renforcer les mécanismes de régulation et de défense des intérêts de la profession. S'en est suivi une série de témoignages de quelques journalistes victimes des crimes tout au long de cette année. À noter que cette activité a connu la participation des journalistes, des partenaires, du président du CESAC et celui de l'UNPC. Nous sommes en train d'atterrir, Martin Fayoulou. Votre réaction par rapport à la confirmation à l'archevêché de Kinshasa de Monseigneur Fridolin Ambongo. Qu'est-ce que vous avez raison? Il est le digne successeur de Monseigneur? Et bien sûr, avec beaucoup de joie. Et vous avez vu le parcours de Monseigneur Fridolin Ambongo. C'est un parcours qui est éloquent. Et moi, j'ai appris à les connaître lors de dialogue de la Senko. Et il a dirigé les travaux avec maîtrise. Et il connaît le pays, il connaît les hommes, il aime ce pays, il veut que le pays aille de l'avant. Et donc, je suis très content que ce soit lui qui remplace les cardinals. D'ailleurs, c'est vous-même qui avez parlé de la Senko et les gens disent que la Senko n'est que l'appendice de l'opposition, ou vous êtes en accointance avec l'Église catholique, ou que l'Église catholique ne fait que répéter vos mots, ou c'est le contraire. Quelles sont les relations que vous avez? Quelles sont les relations que vous avez avec l'Église catholique, en fait, l'opposition? Mais quelles relations on peut avoir avec l'Église catholique? Ce sont nos pères spirituels. Quelle relation nous avons quand ils disent la messe, nous allons à la messe? Quelle relation on peut avoir outre mesure? Il y a des gens, effectivement, qui peuvent avoir des relations de famille ou des relations, je ne sais pas lesquelles, mais il n'y a pas de relations politiques. L'Église ne fait pas la politique, mais l'Église s'occupe de ses enfants, des fidèles, et l'Église veut que les fidèles aient une vie paisible. L'Église ne... Question directe, moi j'aime bien. Est-ce que l'opposition ne se cache pas en dessous de l'Église catholique? Comment? Parce par que rapport vous avez à votre dit... prise de Non, décision parce que vous avez dit... le CLC, l'Église catholique et tout Non. ça, est-ce que vous ne vous cachez pas derrière l'Église catholique? Vous avez dit que sans le CLC, on ne pouvait rien faire. Parce que le CLC a organisé des manifestations, le MES, nous sommes partis le MES le matin, après on a marché. Mais vous avez vu, le 26 octobre, nous avons tenu un meeting, un grand meeting, avec une population que personne ne pouvait imaginer. Vous avez vu, comment dire, dernièrement, nous avons, le 19 septembre, le meeting c'était le 29 septembre, je commence à confondre, le 29 septembre, nous avons tenu le meeting et il y avait du monde. Le 26 octobre, nous avons fait la marche et c'était plein à craquer et le boulevard de Lumumba était noir du monde. Vous voyez ça? Il n'y avait pas le CLC. Donc, le CLC, l'Église fait son travail. Même les laïcs catholiques, ils font leur travail. Nous, les politiques, nous faisons notre travail. Mais en notre sein, nous sommes chrétiens, nous sommes membres de l'Église. Mais les pères de l'Église n'influencent pas outre mesure les politiciens. Je ne veux pas terminer, un internaute m'a dit carrément de vous poser cette question, je ne veux pas passer outre. Quelles sont vos relations avec Félix Tshisekedi aujourd'hui? Très bonne. Moi, Fayoulou, oui. Très bonne. J'ai Félix régulièrement au téléphone, très bonne, je n'ai aucun problème. Pourquoi vous pensez qu'il y a quelque chose? Je vous pose la question. La tension, c'est bon, il Non, n'y a pas de non, problème. c'est bien, je peux vous montrer mon appareil et les nombres de fois que j'ai appelé. Je vous ferai le plaisir et puis les messages et tout ça. Est-ce que le fait que vous soyez ensemble comme rival, en fait, rival entre guillemets, cela ne crée pas de friction? Déjà vos militants, comment vous gérez cette tension entre vos militants, le militant de l'UDPS, le militant de l'UNC, les dynamiques, de l'SID, quand il y a des échanges assez houleuses, je me permets de le dire, il y a même des échanges injurieux sur les mails. Comment vous gérez ça, en fait? Mais non, mais écoutez, d'abord, il faut qu'on soit responsable. Nous savions dès le départ qu'on arriverait à cette situation. Quand nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait un candidat commun, nous à l'SID, à la dynamique,
du 3 au 5 décembre 2015, nous avons tenu notre congrès et nous avons dit que les idées plaident pour une candidature commune de l'opposition. Mais ça allait se faire comment? On savait, candidature commune, ça veut dire qu'il y a plusieurs candidats au départ. On savait, dans tous les partis, quand vous allez au Parti républicain, avant les primaires, pendant les primaires, il y a toujours des frictions qui existent. Mais nous sommes un corps, nous sommes tous là. Celui qui sera choisi va nous représenter pour aller aux élections. Comment vous allez gérer machine vos militants? Surtout c'est vrai que les réseaux sociaux n'est que l'image, mais sur les réseaux sociaux, comment vous allez gérer les gens qui seront peut-être déçus qu'on n'ait pas choisi Martin Fayulu, qui disent, comme ce n'est pas Martin Fayulu, je ne vote plus. Comment vous allez gérer toute cette tension-là? Non, c'est comme Madame Hillary Clinton a géré les militants, les partisans de Bernie Sanders, quand Sanders n'a pas été choisi dans les primaires. C'est pareil. C'est comme aussi dans tous les partis, dans les partis républicains, les partis socialistes français, nous allons les gérer, mais c'est le peuple qui a le dernier mot. Le peuple est souverain. Nous ne pouvons faire que ce que le peuple veut. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours et le peuple gagnera. Nous sommes vraiment à la fin. Un dernier mot, candidat numéro 4, sans machine à voter, je vous le dis, parce que s'il y a machine à voter, Martin Fayulu a dit, n'y allez pas, n'y touchez pas. Donc, candidat numéro 4, selon la CENI, un tout dernier mot, vraiment quelques postures de minutes. Mais vous m'avez retiré ma conclusion, c'est ça. Citoyens congolais, peuple congolais, ce pays nous appartient à nous tous. Ce beau pays que Dieu nous a donné, il a donné à nos ancêtres et à nos parents. Les parents nous ont laissé et nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est un beau pays avec d'énormes richesses. Mais M. Kabila et M. Nanga veulent déstabiliser ces pays, je ne sais pas pourquoi. Nous avons besoin des élections crédibles, transparentes et apaisées, sans machine à voter. Ne laissez pas faire les élections ici avec cette machine. Ne touchez pas à cette machine. Je vous le dis, cette machine, c'est un poison. Il ne faut pas le toucher parce que, comme a dit notre collègue candidat président de la République, Daniel Shekomba, qu'ils ont tout programmé et ils auront le résultat déjà mis dans cette machine. Ne touchez pas. Et demain, mais il faut qu'il y ait élection. Il ne faut pas se dérober. Élection avec papier parce que c'est la loi qui le dit. Des fois, on fait des discussions inutiles. Nous devons, demain, avoir un état de droit. Pour avoir un état de droit, il faut commencer par respecter les lois de la République. Et la loi électorale dit, pas de machine à voter, pas de vote électronique. Du reste, cette machine à voter n'est pas reprise dans les calendriers de la CENI. Merci Martin Fayulu, candidat numéro 4, candidat à l'élection présidentielle. Merci donc à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, fidèles à cette émission. Merci donc au candidat d'être passé à la barre. Comme l'a dit l'entraîneur Ibengue, que le meilleur gagne. Exactement. Nous souhaitons en tout cas le meilleur. Mais il s'est désisté, hein, le pauvre Ibengue. Il n'est pas dans la campagne du FCC. Il faut le retenir. Merci donc à celle ton nom était dedans aussi. Son nom était dedans aussi, mais donc il s'est désisté. Soutenons Ibengue. Il est le coach des Léopards. C'est le seul, en tout cas, domaine qui nous réserve encore beaucoup d'agréables surprises. Merci donc à celle qui m'a habillé, Fanny Mandina. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité et restez branchés sur le programme de Congo Web Télévision. Maurice Djegandou et Rassis à la régie finale. On se retrouve les dimanches prochains avec le même plaisir, Inch'Allah.